Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch ou YouTube de Yellow. Aujourd'hui, on se retrouve avec Pierre-François. Bonjour tout le monde. Afin de vous faire cette petite vidéo loot des scènes de Pierre-François. Pierre-François, pourquoi? Parce que c'est notre localisateur. Il s'occupe d'être en lien avec nos partenaires étrangers et de repérer des petits trucs cool pour les proposer au marché francophone. On court un peu partout. Localisation. Et ASN, c'est un gros salon pour toi. Le plus gros salon. C'est le plus gros salon. Bon, pour ceux qui sont jamais allés, il y a 6 hangars remplis d'éditeurs. Il y a une petite partie de fabricants et tout ça, mais c'est énorme. Et là-dedans, il y a des petites pépites et on essaye de trouver les meilleurs pour les ramener sur le marché francophone. C'est ça, c'est ton rôle. Exactement. J'ai pas contextualisé, peut-être que vous allez être étonnés de nous voir en live parce que nous sommes le 1er novembre et que c'est férié, mais voilà, c'est notre journée de solidarité, donc nous sommes en poste aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, tout est en règle. Exactement, solidaire. Solidaire à fond, hein. Ça c'est tout nous ça. Univers Board Game qui dit je veux jouer au jeu des soldats, oui tu l'as vu ASN. Mais on va pas en parler parce que c'est de l'édition et là on va parler uniquement de localisation. Du coup, Essen, comment c'était cette année pour toi? C'était intense, comme tous les ans. Beaucoup de choses, beaucoup de monde cette année, vraiment. Très difficile de marcher dans les couloirs. Ouais. Et du coup pour la localisation on était 2, donc je suis allé avec Guillaume. Et oui, on n'a pas arrêté, quoi. Ça commençait à 8h au petit déjeuner, ça finissait à minuit. Ah ouais, c'est vrai, t'avais des rendez-vous dans tous les sens. Ouais, ça n'arrêtait jamais. Et puis après, il faut toujours aller. Et puis ça se passe jamais, c'est jamais parfait, quoi. Voilà. On a un rendez-vous au hall 1, puis après on doit aller au hall 6, puis après on doit aller au hall 3. Ouais. Et on est en retard partout. Enfin, voilà, c'est la course. Mais c'est de la bonne adrénaline. Et t'as rencontré beaucoup de nouveaux partenaires? Oui, il y avait pas mal de nouveaux partenaires que je connaissais pas du tout, qui t'avaient jamais trop eu le... Il y a eu quelques prises de contact avec des gens avec qui on travaille pas du tout. Après, c'est un petit milieu, donc on commence à connaître un peu tout le monde. Oui, parce que tu avais aussi beaucoup de rendez-vous avec les partenaires avec lesquels on travaille depuis des années. Exactement. Voilà, les partenaires historiques, des nouveaux partenaires, des nouvelles opportunités. Et puis voilà, ouais, non, ça s'est bien passé. Fatigant, mais très sympathique. Ce qui fait que toi, après SN, tu reviens avec des palettes, enfin une palette. Ouais. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du vendredi qu'on a filmée à SN. On voit cette fameuse palette à la fin. Et puis ça vous explique un peu tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on fait pendant ce salon. Du coup, toi, tu ramènes beaucoup de jeux pour pouvoir après les tester de retour chez nous et pouvoir savoir si on se positionne ou non sur une version française. Exactement. Et tu fais, c'est des discussions avec les éditeurs, donc tout n'est pas acté. Non. Alors là, du coup, de tout ce qu'on va voir, voilà, c'est des choses qu'on regarde principalement. Bon, les partenaires historiques, c'est quasiment sûr qu'on va y aller. Après, il y a des nouveautés, il y a des choses. Enfin là, Essen, c'est encore un petit peu frais, donc il n'y a pas tout qui est totalement signé. Et donc tout ça, potentiellement, on pourra vous faire des petites annonces d'ici quelques semaines sur des jeux qu'on aura signés. Dont on proposera la version française, mais qui sont encore incertains aujourd'hui. Mais on aime bien, c'est vrai, faire un petit live après retour des scènes pour vous montrer un peu les pépites que PF a remarquées, qui sont aussi potentiellement des redites, peut-être que vous aurez déjà vu, mais c'est bien de faire un petit point sur nos localisations, donc c'est l'occasion. Et puis c'est une petite sélection, voilà, il y a beaucoup de jeux encore en attente qu'on a pas du tout eu le temps d'ouvrir, d'essayer de jouer. Donc il y a Vianney là qui est un petit peu dans les starting blocks de l'équipe qui ouvre des boîtes, qui lit les règles, qui ouvre des boîtes, qui lit les règles et qui nous fait jouer aux meilleures découvertes là. Mais on a ramené un sacré volume
Oui. Je pense pas loin de 200 jeux on a dû ramener, ou des choses comme ça. Et il y en a 70 en attente chez Vianney, en priorité A. Ouais, non, c'est un peu la folie là. La pré-scène, c'est toujours très intense. C'est cela. Pendant les scènes, on a eu des partenaires à nous qui ont sorti des jeux qui ont pas mal buzzé. Je pense notamment au Château Blanc, enfin à White Castle, de chez nos copains de chez Devir. Nous, on propose presque une sortie internationale, puisque le jeu sortira le 10 novembre. On le proposait en avant-première, on avait quelques copies, je sais pas, une centaine de copies peut-être, qu'on proposait en avant-première en VF pour les joueurs qui étaient à Essen. Ça a été très vite vendu, donc il y a déjà des gens qui jouent à la version française de Château Blanc, mais c'est bientôt votre tour puisque ça sort le 10 novembre. On a un autre truc à dire, il y avait la queue pour jouer au Château Blanc et ça a été un très grand succès. C'était présenté et dans le hall 3 sur le stand de Devir et dans le hall 6 sur le stand de Cosmos en allemand. Ah oui, exact, oui. Ils avaient même carrément un mur Château Blanc, on pouvait se prendre devant, c'était assez grandiose. Ouais. Et ça a bien cartonné. Après, voilà, cette gamme-là de Devir, de petits jeux condensés, vraiment malins, c'est un prix même qui reste très abordable. Hein. C'est vraiment un rapport qualité-prix. C'est comme la Cathédrale Rouge. Ouais. Même prix, même boîte. Même prix, hein. Ouais, et mêmes auteurs aussi. Et mêmes auteurs, ouais. Ça n'a rien à voir, par contre. Hein. Sensations totalement différentes. C'est ça. Et c'est vraiment, Donc ça a beaucoup plu. Ouais, ça a beaucoup plu. À la boutique, il y avait des gens qui, je sais pas, ils savaient que nous on vendait la VF et du coup ils venaient pour pas faire la queue chez Cosmos et Devir. Ils avaient vu qu'on vendait la VF, donc. Non, on n'en avait pas beaucoup. C'est vite parti. Hein. Oh là là, ça fait chic d'avoir le nom en français. Ils étaient contents d'avoir leur boîte en français parce que je trouvais que ça faisait chic le Château Blanc. Et puis c'est vrai aussi qu'on a décidé à partir de Red Cathedral le traduire en la Cathédrale Rouge. On s'aurait fait bizarre de. Bah oui. Voilà. Et puis dès qu'on peut. Château Blanc, c'est joli. Dès qu'on peut, on préfère toujours garder le titre en français. Il y a des fois, par exemple, comme Ready Set Bet, où on voulait mettre un titre en français, mais c'était pas possible vis-à-vis de l'application. Ah oui. L'application n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça peut être sympa de jouer avec l'application et on peut pas changer le nom de l'application. Enfin voilà, il y a aussi d'autres problématiques des fois. Mais ça, c'est hyper intéressant, la traduction ou non des titres. Moi, je suis partisan pour traduire le plus possible en français, mais voilà, c'est des discussions en interne. Et si ça a vraiment eu un gros buzz avec un autre titre en anglais, est-ce qu'on va pas perdre quelque chose? Est-ce que les gens vont savoir qu'on parle du même jeu? Ouais, c'est clair. Il y a plein de discussions, voilà. Mais dès qu'on peut, on essaye de traduire. Et en parlant de ça, Quicksand, nous n'avons pas traduit. Donc Quicksand, c'est un autre jeu qui a été beaucoup joué chez Essen chez Horrible Guild, puisque c'était leur grosse sortie du salon. Et pareil, ça va sortir chez nous le 10 novembre. Oui. Et donc nous, on l'a pas traduit, Quicksand. On ne trouvait pas de nom qui nous convenait en français. On a hésité avec Sable Mouvant, mais... c'est pas très... Voilà. Ça fait pas... Toujours quand on passe de l'anglais au français, ça fait toujours des titres un peu plus longs, un peu moins punchy, mais voilà, c'est des discussions. Est-ce que vous avez des jeux vendus avec un nom FR à l'international? C'est une bonne question, ça serait sur de l'édition, je n'ai pas d'exemple en tête. Je sais pas. Donc voilà pour les deux petites sorties des scènes que nous suivons de près. Là, la grosse actu, c'est donc le Château Blanc et Quicksand qui sortiront tous les deux le 10 novembre. Quicksand, pour en parler rapidement, on est sur un jeu de gestion de sabliers avec des sabliers à faire... un parcours. Il faut leur faire un parcours, en effet. Et on a 21 défis. Donc une difficulté croissante au fur et à mesure des parties que vous allez jouer. Et il faut faire arriver tous les sabliers après la ligne d'arrivée, avant que tout le temps s'écoule. Et oui, vraiment, c'est de plus en plus difficile. Et en fait, il y a 3 vitesses de sablier, très court, moyen et lent.
Et en fonction de comment ils sont disposés, parce qu'un sablier ne peut pas doubler un autre, donc il faut d'abord faire avancer les sabliers d'avant. Et c'est vraiment une gestion très intéressante. Ouais. Et ça permet plein de niveaux de difficulté différents parce que tu vas pas avoir forcément tous les sabliers. Donc, tu vas mettre un certain nombre de sabliers, un certain nombre de tuiles. Tu peux t'amuser à dire qu'on ne parle pas pendant la partie. Enfin bref, il y a plein de façons de jouer différentes qui renouvellent l'expérience de façon très cool. Et d'ailleurs, ce sera notre premier jeu avec le macaron défi coopératif. Oh dis donc, un sacré macaron celui-ci. Donc voilà pour l'actu chaude. Maintenant, eh bien, on vous propose de passer d'éditeur en éditeur et de faire un petit point rapide. Alors, on passera peut-être plus de temps sur des jeux dont on n'a jamais parlé, mais sans doute un peu moins sur les jeux dont on a déjà parlé. Je te propose de commencer par CGE parce que c'est ce que le conducteur raconte. Eh bien, allons-y. Allons-y, soyons fous. Let's go. Kutna Hora, c'est le premier que je vois. Oh, la boîte est lourde. Ben oui. Ça, c'était la grosse sortie de CGE pour cette année. Ils l'ont beaucoup fait jouer. C'était vraiment le truc. Ouais. Et puis, c'est vraiment le jeu. Donc, déjà, Kutna Hora, en fait, c'est une ville en République tchèque qui avait des mines d'argent et du coup qui était très riche. City of Silver. Qui était très riche lors de l'extraction de l'argent. Et là, vraiment, on est sur quelque chose d'assez unique. On est sur de l'expert, clairement. On est sur du lourd, sur ça sera dans la gamme Yellow Expert. Oui, ça sera dans la gamme Yellow Expert. On est sur du 30 minutes par joueur, de 2 à 4 joueurs. Et en fait, là, l'intéressant, en fait, c'est le marché. On n'a pas de ressources de bois, on n'a pas de ressources de viande. On peut peut-être essayer de voir. Je sais pas où on est. Yes. Voilà. Et donc là, on a le marché qui dit les ressources. Ouais. Et à chaque fois qu'on doit dépenser pour construire la ville ou pour aller miner, on va prendre le chiffre qu'il y a là. Par exemple, là, il y a marqué 3 bois. Et moi, mon bâtiment, il me coûte, par exemple, 4 bois. Non, ça va faire 4 fois 3. Donc, je devrais payer. Et les cartes changent au fur et à mesure de la partie. 12 pièces pour truc. Et après, du coup, on va pouvoir faire changer les valeurs du marché. Voilà. Plus on utilise une ressource, moins elle sera coûteuse. Parce que la carte que tu mets là, elle peut changer et ça peut se déplacer, c'est ça ? Exactement. Donc ça n'arrête pas de changer. Et en fait, c'est un jeu où il faut vraiment s'adapter à ce que les autres font. Et en fait, c'est ça. Il y a quand même beaucoup d'interactions. On dépend vraiment beaucoup des choix des autres pour voir ce qui va faire le plus de points à la fin de la partie. Et en fait, la mécanique, c'est avec des cartes, on va pouvoir jouer des actions. Donc, on va pouvoir jouer 5 actions par tour. Ouais. Et les actions principales, c'est aller miner. On va aller extraire de l'argent. C'est vraiment thématique. Il y a même dans le livret de règles l'explication de la ville, de l'économie à ce moment-là, etc. Et après, il y a toute une construction de ville avec où on va devoir réserver des terrains, acheter des bâtiments, construire des bâtiments. On peut même aussi construire des bâtiments publics qui vont aider tout le monde. Ouais. Vers la fin de la partie, on va pouvoir débloquer des objectifs communs. Mais en fait, c'est moi qui vais payer pour débloquer, scorer sur un certain type parce que je suis avancé là-dessus. Mais tout le monde, ça va ouvrir le scoring à tout le monde, en fait. Donc, il y a toujours ces choix-là. Ouais. Est-ce que je paye? Est-ce que c'est vraiment moi qui paye? Alors que tout le monde va scorer grâce à ça, etc. Il y a vraiment plein de problématiques. Voilà, il y a un plateau personnel, on peut gagner des revenus en fonction du marché. Tout est en fonction du marché, comment il a évolué, etc. Non, c'est très complet et très intéressant. Et c'est vrai que c'est assez rare pour des jeux experts de dépendre autant des autres autour de la table. Mais ça, c'est très cool. Ben oui, c'est très cool et c'est pour ça qu'il a eu de très bonnes critiques à Essen et qu'il est attendu. Voilà, donc nous les fichiers sont finis, on a envoyé à CGE. Oui. Et ça sera fin du premier trimestre, je pense que ça arrive. C'est un trio d'auteurs. Exactement. Ondrej Briston, Petr Kaslava et Pavel
Jaroche. Exactement. Donc, 3 auteurs tchèques. 3 auteurs tchèques. Et c'est marrant, ils disent comment prononcer Kutna-Hora. C'est écrit. Quoi? Ah oui? Ouais, regarde. Ah oui, là. j'avais pas vu ça. Ah, t'avais pas vu? Il y a un truc intéressant. Ouais. Je vais ouvrir la boîte et je vais vous montrer. C'est ça commence. Premiers... Le live va durer. On est là jusqu'à 20h, hein, de toute façon. Hein. Nous, on est solidaires à fond. C'est le premier jeu qui utilise ce matériel Rewood. Et donc, du coup, ils l'ont marqué au dos de la boîte. C'est quoi ça? C'est de la matière plastique totalement recyclée, collée entre elles. C'est totalement produit en Europe. Là, c'est un jeu. Normalement, les petites pièces, souvent, ça vient de Chine, etc. Donc là, la totalité est produite en Europe. Et donc là, toutes les pièces du jeu sont en Rewood, un nouveau matériel. Il y a un peu de bois dedans? Ouais, c'est du plastique recyclé, du bois, tout ça colle. Ouais, c'est une texture un peu étrange. C'est vrai que ça fait pas plastique, ça fait un peu bois, mais pas totalement. C'est principalement du plastique recyclé. Ouais. Ok, très chouette. Donc voilà, c'était le petit twist. Et c'est sympa ce matos-là, on a des petites figurines, des petites têtes. Des petites figurines ça c'est pour dire où c'est qu'on a miné, les petites maisons c'est pour dire où c'est qu'on a construit sur la ville, parce que quel bâtiment nous appartient, etc. Non, franchement c'est très complet, très chouette. Coolos. Et ça a bien plu à Essel en tout cas. Et du coup, on va évidemment pas traduire Kutna-Hora puisque c'est le nom d'une ville, donc on va laisser ça. Exactement. Mais on va traduire The City of Silver. Oui. Par la cité de la thune. Ouais. Non, c'est pas ça qu'on va faire. Si, c'est ça qu'on va faire. C'est trop bien. Oui. La cité d'argent. La cité d'argent. Et il y a une action qui est Sainte-Barbe. On a traduit par Sainte-Barbe. Il y a une seule des cartes. En fait, les cartes ont 2 actions chacune et on choisit laquelle jouer. Ouais. Et on a 6 cartes en main. Et il y a une seule des actions qui est Sainte-Barbe, qui est la cathédrale de Kutna-Hora, qui s'appelle vraiment Sainte-Barbe à Kutna-Hora en traduction française. Donc on l'a gardé et pas Santa Barbara comme c'est. D'accord. Voilà. Merci pour ces anecdotes de qualité, toujours avec PF. Ensuite, nous avons les ruines perdues de Narak, l'extension numéro 2 qui s'appellera l'expédition perdue. La mission disparue. L'expédition perdue. En fait, j'ai fait un mix. T'as fait un mix entre la première et... En fait, c'est écrit The Missing Expedition, donc j'ai un peu traduit... donc ça s'appelle comment t'as dit? La mission? Non, pas la mission disparue. On l'a traduit comme ça parce que l'extension numéro 1 est chef d'expédition, qu'on ne voulait pas de nouveau remettre expédition dans la deuxième extension pour pas embrouiller les gens, pour être sûr qu'ils l'ont ou pas. Qu'ils voient que c'est bien une autre extension. Voilà pour le choix. Ça sort bientôt aussi. Ça sort très très bientôt. Ouais, ça c'est du... Ça c'est de l'actu chaude, hein. C'est de l'actu chaude. J'ai reçu le planning de production. Normalement, on reçoit début du mois prochain en stock. Donc je pense que ça sera fin du mois dans les boutiques et quelque chose comme ça. Alors, l'extension de Narak. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Elle est très 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 complète et on peut voir que c'est de 1 à 4 joueurs. Donc on a déjà 2 nouveaux leaders. Donc si on joue à 2, on peut jouer avec 2 leaders. Donc il y aura le journaliste qui essaye de d'abord rédiger les articles, puis après de les publier. Et après il y a la mécanicienne qui a un petit engrenage sur son plateau personnel. Et où on va du coup devoir construire des choses entre les engrenages. Donc c'est des options plus. Puis après le faire tourner. Et à des moments on va pouvoir déclencher les effets de ce que l'on a construit. Voilà, à chaque fois, donc c'est des bonus pour les bricolos. Il y a 2 nouveaux temples, donc 2 nouvelles pistes sur lesquelles évoluer. Il y a plein d'objets, plein d'artefacts en plus, il y a plein de matériel bonus, mais surtout, des gardiens. Et pourquoi ça a été très très compliqué à localiser. La campagne. Ouais, la campagne, donc qu'on peut jouer en solo ou à 2 joueurs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette campagne? Il y a plein d'objets sur la campagne. Il y a un livret de campagne de
qui est assez énorme. Attendez, mais je vais vous montrer en fait. Ouais. C'est ça. Ça, c'est le livret. Ouais, le livre, on peut même les voir dedans. Hein. Bah, bien sûr. Le livret de campagne qui est énorme. Il y a un feuillet de... Voilà, donc ça, c'est les règles. Et ça, c'est le livret de campagne, quoi. Donc, il y a énormément de textes. Ok. Beaucoup de narratifs, beaucoup de choses. Et aussi, ce qu'on peut montrer qui est intéressant, c'est en fonction de ses réussites. C'est notre carnet d'expédition. Et en fonction de si on réussit ou pas, on va pouvoir aller chercher des bonus, aller essayer de... Ça, on aime bien. Ouais. Enfin, moi, j'aime bien ce genre de choses. Ça, on aime bien. Et du coup, il y a 6 chapitres pour aller réalisables en solo ou en coop. Et tu peux rejouer. Voilà. Et c'est jouable avec les chefs d'expédition. Donc voilà, on peut prendre un ou personnage. pas, hein, mais oui. Oui. Ok, trop bien. Donc c'est très 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 complet. On peut voir la mécano là. Ouais, bien sûr. Avec son petit Ouh. son engrenage. Waouh. Incre. Voilà. Trop bien. Donc bon, ça arrive, c'est soon. avant la fin de l'année. Mais c'est vrai qu'on vous en avait déjà un peu parlé. Moi, je me souviens très bien de cette mécano là. Mais on n'avait pas la boîte. Mais on vous avait pas montré. Comme Kutnawa. Attends, parce que là, je fais n'importe quoi. Ouais, ça rentre plus. Si, on va faire comme ça, pif, pouf. Très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est tout. Ouais, parfait. Oui, mais c'est de Elwen et Min, on l'a peut-être pas dit, mais c'est oui. les mêmes auteurs pour l'extension. Tout à fait. Et enfin, chez CGE, ce qu'ils nous montrait aussi ASN, c'était l'app de Codename. Oui, ça y est, je pense. Alors, je suis pas sûr que c'est sorti déjà en anglais ou pas, mais il l'a montré. Je crois que c'est pas encore sorti. Ouais. Donc, ça fait plusieurs années qu'il travaille sur l'application de Codename. Donc, une app mobile de jeu, Codenames. Voilà. La différence avec parce qu'il y a le codename.games, où on peut déjà y aller et jouer avec des amis. À distance, quoi. À distance, voilà, s'organiser des parties à distance. Là, c'est que c'est comme une application, donc c'est solo, mais on joue vraiment contre les autres, mais à temps différé. Oui. Ouais. Et il y a plein de trucs en vrai dans cette app. C'est extrêmement complet. Ils ont pensé à tout. Il y a des défis journaliers, il y a des mini-jeux basés sur les mécaniques de Codenames. Oui, ils ont plein de mécaniques qui renouvellent l'expérience de jeu, mais c'est du bonus en fait. Ça, c'est que des bonus. Quand on a assez d'expérience, etc., on peut choisir tel mode de jeu ou tel mode de jeu avec des grilles beaucoup plus grandes, où il y a des choses aussi, moi, qui m'ont vraiment plu, c'est un peu le Codename des mineurs, où c'est des plus grandes grilles et tout ça, mais quand on devine un mot, on sait, par exemple, combien il y a de mots bleus autour, ou de mots rouges, enfin, ça dépend de qui est en tête et tout ça, pour décider qui est là, mais ça change vraiment la dynamique de jeu. C'est drôle. Non, ils ont pensé à plein de trucs. Elle est vraiment bien foutue. Elle sortira bientôt en anglais. Elle sera payante en effet. Et nous, on aimerait pouvoir la proposer en français. Et sans doute, on peut le dire là? Oui, je pense. Oui, c'est pas sûr. Hein. Ouais. On va faire en sorte qu'il y ait une version démo pour Cannes. Donc, les joueurs qui viennent à Cannes puissent tester la version démo de l'appli en français. Mais en vrai, ça sortirait pas en français avant 2025. Non, c'est très tôt. Et oui, ça sera une application payante, du coup, mobile. Et du coup, Dolmar nous demande s'il y a des choses transposables en jeu de société sur les mécaniques. Alors c'est Vladash Vatil qui est derrière le développement de l'application et tout ça, qui est avec je crois que leur équipe digitale est à Brno, et Vladash Vatil vit à Brno, en République tchèque. Ouah, comment tu le dis trop bien. Ouais, c'est pas facile à dire. Mais depuis que tu sais, c'est bon, tu rentabilises. Et du coup, c'est ces idées-là, et forcément, ça va créer des. Oui, mais des tout idées. il y a vraiment des choses qui sont
possible grâce au fait que ce soit sur une appli. Il y a plein de trucs qui pourraient pas être en... Déjà la base de faire les matchs normaux de grille, mais avec un temps différé, ça veut dire qu'on lance plusieurs parties d'affilée. Oui. Les défis journaliers, c'est soit on est l'assassin, soit on est l'espion, etc. Mais ça, par exemple, le démineur, tu peux pas le faire. Enfin, je pense que c'est possible. Hein. Ah bon? Je pense que c'est possible. Ah si, parce que toi, tu peux dire en tant qu'espion. Oui, voilà, c'est l'espion qui doit dire les choses. Voilà. Okay, ça peut créer des idées, mais en tout cas, il y a rien de concret là. Pour l'instant, c'est l'application. Il y a plein de petits modes de jeu, et on verra bien ce que ça donne. Mais ils ont déjà eu les idées, donc forcément, s'il y a quelque chose de transposable en jeu de société, ça arrivera peut-être un jour. Sans doute. Voilà. Très bien. Et nous avons fini sur CGE. Je pense. Hein. Oui, il y a d'autres choses qui arrivent, mais plutôt pour fin d'année, et on n'a rien à montrer, donc. Oui, ouais, c'est ça. Mais évidemment, CGE, c'est vraiment un partenaire. Enfin, c'est l'un de nos partenaires historiques. Donc, évidemment, s'il y a des jeux qui sortent chez CGE, il y a de grandes chances que ça arrive chez Yellow. Exactement. Ensuite, nous avons l'éditeur Lotapeli. C'est un éditeur finlandais à qui on n'a jamais fait de partenariat pour l'instant. Non, c'est notre premier partenariat avec eux. Lotapeli, c'est notamment les éditeurs d'origine de Flamme Rouge, pour la référence. Ah oui. Et donc qui sont basés en Finlande. Et là, du coup, on a décidé de travailler avec eux pour la première fois sur Balloon Pop. Balloon Pop. Donc le jeu qui est de Mikko Punakallio. Qui sortira l'année prochaine. Oui, je pense que juste après Cannes, quelque chose comme ça. Début de printemps. Ouais. Peut-être même fin d'hiver. Exactement. On vous en a déjà un peu parlé. Oui, rapidement. C'est un jeu familial. En fait, c'est quand Tetris rencontre Candy Crush. Ouais. Voilà. Il y a des dés au milieu de la table. On joue des cartes pour savoir qui va choisir les dés au milieu de... Alors tu dis dés, mais en fait c'est des... Ah, c'est des... Tu les lances pas les dés? Non, c'est des cubes. C'est des cubes. C'est des ballons. C'est des ballons cubiques. C'est des ballons cubiques. Et donc, en fonction des couleurs et des symboles, on va les positionner sur notre plaquette personnelle. Et à partir du moment, moment-là, on les fait monter. Parce que c'est des ballons à l'hélium. Ouais. Vous y attendiez pas, hein, ça. Hein. Ils montent dans le ciel, et dès que ça fait des groupes de couleurs ou des groupes de symboles, pop, ça explose et on score des points. Voilà, c'est très simple, extrêmement efficace. Bon, ça nous a beaucoup plu et c'est pour ça qu'on commence avec ce partenariat avec Lotapeli. Balloon Pop. De toute façon, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il a gagné quand même le prix de l'année en Finlande, à côté des ruines perdues de Narak et de la planche des pirates. Donc c'est pas rien du tout. Oh, la planche des pirates. Tout à fait. Ensuite, nous avons, pareil, des choses qu'on vous a déjà un petit peu montrées, mais c'est pas grave. Bézier Games, qui nous propose le merveilleux Sink or Swim. On vous a déjà dit qu'on allait le localiser. Pour ceux qui ne le savent pas, on le répète. Exactement. Donc voilà, ça arrive début d'année prochaine, aux alentours de Cannes aussi. Le Sink or Swim, c'est aussi dans la gamme de défis coopératifs. Oui. Et donc, du coup, là, on est tous ensemble, on va faire de la natation synchronisée. Et du coup, on va devoir, on choisit la campagne que l'on va jouer. Et on va devoir remplir des missions. Et donc, d'abord, on a une première carte de la mission. Donc, tout le monde doit jouer à l'emplacement 1, une carte jaune. On peut parler avant, et puis après, hop, c'est parti. Clac, clac, on a un temps limité, et c'est la frénésie totale pour y arriver. C'est la folie. Dans les 20 secondes, 30 secondes. Et on finit comme ça. Et on finit comme ça. Et donc, du coup, on arrête le chrono. Et c'est parti. Et on est des nageurs synchronisés. Bah oui, on s'y croit, on est dans l'eau. Hein. On a les cheveux mouillés. Ce qu'il faut savoir, sur notre version, il y aura 5 campagnes de plus. Bonnet. Ah bon? Ouais, les 5 campagnes exclusives. Tu déconnes. Non. Oh là là, celui-là alors. Les 5 campagnes exclusives de Kickstarter. C'est comme ça, hein, c'est la générosité avant tout. Hein. On les inclut dedans. Donc en fait, il y a... je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a 15 campagnes dans notre boîte, au lieu des 10 dans la boîte. Oh là là! Et ouais, mais c'est comme ça, quand on aime, on compte pas. C'est un crin. Voilà. Bon, il y a déjà eu pas mal de vidéos là-dessus, mais après, voilà, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, on pourra
faire un focus dessus bah oui, en détail. On aura l'occasion d'en reparler. T'as dit les auteurs? Non. Lucas et Divya Edgren. C'est des amoureux ou c'est des frères et sœurs? Personne ne le sait. Ça ne regarde que. Ensuite, excusez-moi, moi je suis vraiment en roue libre aujourd'hui. Restoration Games, nos copains ou des cousins, bah oui c'est vrai, des cousins, des parents, mais oui il y a pas que ça, oui. Hein, c'est vrai ça. Purée. Donc Restoration Games, nos partenaires de longue date, avec qui on fait beaucoup Unmatched, mais aussi d'autres jeux. Mais ouais, bien sûr. Il y avait Downforce, notre bien sûr. Gros jeu qu'on avait fait avec eux. Et d'autres choses qui arriveront sur nous, mais on verra plus tard. Du coup, Unmatched Adventures, on en a déjà parlé, on avait fait une vidéo dédiée, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, en tout cas, là, vraiment vous avoir voyez, toutes les infos. C'est la boîte française sur laquelle on a traduit par Chronique Inouïe. On revient par... Oui. On a proposé le jeu, on le faisait jouer à SN en anglais, on le vendait aussi en anglais. La version française n'existe pas encore. Enfin, c'est la version boîte, française, bien sûr. Pré-production, simple. On n'a pas encore des boîtes en stock, ça arrivera début de l'année prochaine. Et donc ça sortira en février, si je ne me trompe pas. Oui, donc voilà, la va recevoir début d'année. Donc voilà. En février, je crois. Bon, en 2 mots, qu'est-ce que ça rajoute? C'est comme une boîte 4 joueurs d'un match où on a 4 nouveaux combattants avec lesquels on peut se combattre entre nous. Oui, on peut faire ça de façon classique. Voilà. Mais en plus, on a 2 grands vilains avec tous leurs biens. Et du coup, on va pouvoir se mettre ensemble contre eux. Mais on va pouvoir aussi prendre d'autres boîtes d'un match pour se battre pour essayer de battre les vilains. Ou d'autres boîtes d'un match pour battre les héros qu'il y a là-dedans, etc. Donc c'est très complet. Là, vraiment, c'est l'expérience globale d'un match et dans cette boîte. Le coopératif, le compétitif, un mode solo du coup, puisque le coopératif, on peut le jouer en solo. Voilà. Je pense que c'est assez bien résumé. Bien et sûr. on avait fait un live complet. Oui. Donc... Si vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est sur notre chaîne YouTube. Oui. Alors, pour répondre à Olivier Bailliello... Qu'est-ce qu'il est relou, celui-là? Les Unmatched Marvel, on le répète parce qu'on ne le répétera jamais assez, on n'a jamais eu les droits et on n'aura jamais les droits pour faire des traductions du texte du Unmatched. Voilà, donc on pourrait vendre... On peut vendre l'anglais un peu partout sur la planète, mais etc. On sait comme les Français adorent parler anglais. Mais les traductions dans d'autres langues, ça n'a pas été possible. Par contre, il y a des choses qui arrivent, sur lesquelles on n'a pas le droit de communiquer pour l'instant, mais vous allez être contents. Oh là là, celui-ci alors. Mais voilà, courant d'année prochaine, on communiquera. L'actu Unmatched est très importante l'année prochaine. Là, ce qu'on peut déjà montrer, ça sera la prochaine boîte 2 joueurs. Donc qui est sur l'univers japonais. Ouais, des chefs de guerre, chef CHEF ou CHEFFE. Oui, avec... Le truc hyper long pour dire qu'il y a un personnage féminin. On peut dire, c'est Oda Nobunaga et Tomoe Gozen. On peut dire, ouais. Voilà, donc c'est des personnages militaires très très connus au Japon, avec de nouvelles mécaniques et des nouvelles choses comme ça. On reviendra plus tard là-dessus. C'est un peu tôt pour parler un peu plus. Surtout que oui, on ne sait pas encore assez de choses pour vous en parler. On ne sait pas. Si toi tu sais, mais moi je sais pas. On a la boîte. C'est bête, il a pas le droit de le dire. Donc on n'a pas le droit de montrer le dos, par exemple. On montre pas le dos. Donc là, je retournerai pas la boîte. J'ai très envie de le faire là, du coup. Mais non, on n'a pas le droit. Exactement. Du coup, je regarde un truc que vous n'avez pas le droit de voir. Ah, les boules, hein. Allez, j'arrête parce que c'est désagréable. Voilà. Et il y aura d'autres actus tout au long de 2024. Sur Unmatched, il y a du lourd qui arrive. Du lourd. Est-ce qu'on sera aussi heureux que de savoir qu'il y a les campagnes exclues du Kickstarter dans Sink or Swim? Moi, je pense qu'on sera sur cette échelle un peu plus. Ouais, un peu plus. Waouh. Ok.
Ensuite, nous avons l'éditeur. Alors là, ça, je sais pas le dire parce qu'il faut le dire, j'imagine, en anglais. CMYQ. CMYK. Ça va pas. Du coup, là, on parle de Spot, je pense. Celui-là est disponible sur BGA. Oh. Et donc, du coup, pour celui-là, on est sur un roll and write où on va avoir des dés pour compléter les points des daltoniens. Des daltoniens. Des dalmatiens. Mais des daltoniens, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, mais... Ça y est, la régie est... La régie... Moi, je sais pas, j'ai pas vu. Il s'est passé un truc apparemment. Non. Mais c'est moi qui... C'est toi, hein? Ben oui, c'est moi. Mais ça a fait rire Marion. Ben oui, c'est sûr. Bah oui, les daltoniens. C'est pas pareil, parce que oui, bah alors non. du coup, il est adapté aux daltoniens. et pas forcément tous les dalmatiens vont pouvoir y jouer. Attention. Pas forcément, oui, pas forcément tous. Donc voilà, et donc là on est vraiment sur un jeu de stop ou encore très intéressant parce qu'en fait il y a des pouvoirs au milieu de la table, il y en a 6, et une fois que je l'ai utilisé, les autres ne peuvent utiliser que les 5 restants. Et au bout d'un moment, on les remet disponibles, etc. Donc le choix s'amenuise, puis grandit, puis s'amenuise, et c'est vraiment le stop ou encore par excellence où on a envie d'essayer, parce qu'on peut passer son tour à sécuriser les dalmatiens qui ont tous leurs dés dessus, ou alors avoir tous nos dalmatiens non complétés en une fois, et dans ce cas-là, ça les valide automatiquement. Mais si on se loupe et qu'on fait des chiffres trop importants qui vont dans notre niche, si notre niche dépasse 7, tous les dés qu'on n'a pas utilisés dépassent 7, c'est foutu. On perd tous les dés qui sont sur les dalmatiens qui n'ont pas été complétés. Oh là là, les looks. Ouais. Ils ont tous des petits noms différents. Ils ont tous des petits Faudra noms. leur trouver des noms français, du coup. Ouais. Ça va être drôle, ça. Ouais, on a beaucoup aimé la proposition. Et les dés sont jolis? Oui. Enfin, on dirait peut-être qu'ils sont très classiques, mais non, les taches sont plus ou moins grosses. Voilà. Ouais, non, l'édition est top. Et en fait, ça, c'est... on en a besoin que de 6. Et ah ouais, il y en a plein. Ça, c'est tous les pouvoirs disponibles. Donc, la rejouabilité est assez énorme. Voilà. Très bien pour Spots. Spots. Ah, comment on va le traduire? Tâche. Je sais pas, on va voir comment ça avance, mais oui. C'est bon? Ouais, bah, je pense que voilà. Passons chez nos amis de chez AEG, qu'on connaît beaucoup pour Smash Up, dont on sort par ailleurs aussi un jeu Ready Set Bet. Ready Set Bet, c'est chez AEG, c'est sorti la semaine dernière. Je me trompe pas, hein. Voilà. Et donc, à venir avec nos amis de chez AEG. Là, on n'a rien, c'est ça, sur la table? Si, on a la prochaine extension. Ah, mais elle était sous mes yeux. Il y avait juste... du coup, ça, c'est la prochaine extension là qu'on vient de commencer l'envoi des fichiers à la traduction. Ouais. Donc ça, c'est la prochaine extension pour Smash Up. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé, excuse-moi? Mais c'est incroyable, ils ont tout changé. Ce design. Ben oui, parce que Smash Up fait son cinéma. Ok, donc voilà. Là ils se sont dit vas-y le logo, on va tout changer. Mais j'aime bien. Hein. Et regarde, t'as vu ça? Mais ça, ce sera pas sur nos boîtes. Non, ça c'est les boîtes anglaises. D'accord. Qui sont comme ça depuis un moment. Donc là, on va retrouver en fait les factions. Donc pour ceux qui connaissent Smash Up, on a 2 factions qu'on mélange ensemble. Et là, du coup, on a 4 nouvelles factions. Donc il y aura les héros d'action, Retour vers le futur, Chasseurs de spectres et Xénomorphes. Toute ressemblance serait fortuite. Évidemment. Voilà donc ce que ça apporte dans une extension, des nouvelles bases, 4 nouvelles factions, etc. Voilà, donc ça va arriver l'année prochaine, c'est en traduction. Très très bien. Et il y a aussi du coup en traduction la boîte d'anniversaire. Donc j'ai pas pris la boîte là, mais dans la boîte d'anniversaire, il y a aussi 4 factions. Donc c'est pas un stand-alone. L'extension, c'est un stand-alone pour jouer à 2 uniquement. Parce qu'il y a 4 factions et qu'on a besoin de 2 factions chacun. Comme toute extension de Smash Up, par ailleurs. Voilà. Presque.
Et la boîte d'extension, ça pourrait être un stand-alone, mais on va pas réinclure des règles dedans. Donc, on avait beaucoup parlé de la boîte anniversaire dans une autre vidéo, dont je linkerai, je mettrai le lien dans la description sur YouTube. Je sais plus, c'était dans quelle vidéo. Bon, de toute façon, c'est un jeu de Paul Peterson, et les 4 factions de la boîte anniversaire, c'est les gobelins, squelettes, champions du monde et les sirènes. Voilà. Ouais. Et il y a un artbook, il y a une pièce en métal, enfin voilà. Il y a de quoi faire plaisir aux fans, aux accros de Smash Up. Très bien. Est-ce qu'on passe à la suite? Ok, on passe chez Cosmos. Cosmos, notre partenaire allemand. Oui. On commence par quoi? Par Seigneur des Anneaux, ouais. Oh là 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 là. Attention, c'est une grosse boîte. Voilà, donc le Seigneur des Anneaux, aventure à la montagne du destin. Bon, on verra comment on le traduit. Mais normalement, c'est... Aventure à la montagne, ça fait très... je vois la vie en Vosges. Ça fait pas très Hobbit? Ça fait Hobbit, ouais. Voilà. Vous nous direz. Aventure à la montagne. Non, on dirait qu'on va faire de l'acrobranche. Hein. Ouais. On dirait pas trop, on va faire de l'acrobranche. Mais moi, je suis chaud, hein, j'adore l'acrobranche. Hein, franchement, je les aime pas aussi. Hein. Donc voilà, donc là, on est vraiment sur qu'est-ce que c'est que cette histoire? Raconte-nous. On va revivre l'aventure de la communauté de l'anneau. Évidemment. Avec, du coup... on n'en attendait pas moins. Les 4 hobbits, il y a Legolas, il y a Gimli. Donc voilà, il y a toute la communauté de l'anneau sur laquelle on va devoir les amener Frodon jusqu'au Mordor. Le Mordor, le truc où il fait chaud, quoi. Jusqu'à la montagne du destin, voilà. Exactement. Et donc du coup, là, on est vraiment sur un coopératif familial. On va choisir les dés pour faire avancer les personnages. On va vraiment faire face à différentes menaces. Voilà, on est vraiment sur du familial, sur Le Seigneur des Anneaux, pour revivre le premier film. Enfin, jusqu'à la fin, là, du coup, il y a un peu de spoiler. Voilà, et plus on avance, et plus on va avoir des ennemis, des difficultés. Il y a des cartes avec des pouvoirs qui vont se déclencher, etc. C'est la licence du livre de Tolkien, oui, quoi. Oui, c'est la licence du livre, exactement, que Cosmos a récupéré. Du coup, c'est pas le premier, parce qu'en fait... Oui, il y avait déjà Exit Seigneur des Anneaux. Il y a toujours, d'ailleurs, Exit le Seigneur des Anneaux en commerce, qui fonctionne très bien, d'ailleurs. Et historiquement, en fait, Cosmos, c'est l'éditeur d'un des premiers jeux du Seigneur des Anneaux. Ah. Le premier Rainer Knizia coopératif, le Seigneur des Anneaux. Ok. C'est Cosmos à la base qui l'avait édité en premier et qui continue eux à l'éditer en Allemagne. Donc c'est pas nouveau qu'ils ont les droits pour cette licence-là. Bien avant le gros succès des films. D'accord. Voilà, donc avant, il y avait un jeu Seigneur des Anneaux avant que les films sortent. Je crois, parce que je crois que le Seigneur des Anneaux c'est des années 2000 ou 2001 et le film c'est peut-être en même temps alors. Ouais, peut-être. C'est peut-être en même temps, je sais plus quand est-ce que c'était les films. C'est pas bien grave. À peu près pareil en tout cas. Voilà. Et du coup, c'est de 1 à 4 joueurs. C'est environ une 50aine de minutes. Et l'auteur, c'est Michael Rieneck. Exactement. Voilà, donc plutôt familial. 10 oui, plus, plutôt 4. Familial, voilà, avec un choix des dés ensemble. C'est un coopératif. Tous ensemble. Tous ensemble pour mener l'anneau à sa bonne place. Oui. Mais il va vous arriver des bricoles. Oh oui. Ok. Pas si facile que ça. Bah non, ça saurait. Hein. Faut être une sacrée équipe pour faire ça. Ensuite, nous allons parler de noobs. Les noobies. Noobs dans l'espace. Donc ça aussi, on en avait un petit peu parlé dans la FAQ. Ouais. Rapidement, mais on n'avait pas la boîte. Donc là, Noobs, on est vraiment sur un jeu aussi coopératif. Il y a beaucoup de coopératifs chez Cosmos cette année. Et du coup, là, on est des amateurs et on doit partir dans l'espace avec une fusée et on doit apprendre rapidement, à partir de 0, comment faire. Et donc, dans ce cas-là, on distribue des cartes. Il y a 8 missions. Il y a 8 missions d'environ 15 minutes.
Et on a les cartes et on lance un chrono et on voit combien de temps on arrive à faire la mission et on voit vraiment si on a réussi les choses. Et c'est assez difficile à expliquer au final parce que c'est plus une expérience. C'est voilà, on lit les cartes, on essaye de comprendre tous ensemble avec ces cartes sans se les montrer ce qu'il faut faire. Voilà, et donc il y aura par exemple, il y a des fils à positionner au bon endroit, il y a des noms de code à décoder, mais on n'a qu'une partie du code et c'est les autres qui ont une autre partie du code. Voilà, c'est vraiment on distribue les cartes, on lance le chrono et on essaye de voir tous ensemble ce qu'on peut faire, ce qu'il faut faire, etc. Ok, donc ça c'était une découverte récente. Et donc ça sortirait au cours de l'année 2024. Oui, ça je pense c'est plus de l'avril-mai ou juin, quoi. Ouais. Ok, super. Je vois de la suite. Ah, on a dit les auteurs Johannes Krenner et Marcus Slowicek. Ouais. Je vois. Pas sûr que ça se prononce comme ça, mais. Moi, sans doute pas. Je m'en excuse. De la suite pour la gamme Open and Play. Oui. Avec 3 Minutes Crazy Café. Exactement, de Martin. 3 minutes Fou Café. Martin Nedergaard Anderson. Voilà. Donc là, on est vraiment sur un jeu en temps réel. Ok. Donc c'est à partir de 3, c'est de 3 à 6 joueurs. Et il y a 9 minutes de jeu. En fait, on va jouer 3 fois 3 minutes. Ah ouais. Et il y a des commandes au centre de la table. Et il va falloir, on joue une carte à tour de rôle, une carte ou un dé. Et il faut absolument qu'il y ait au moins un dé sur la commande et des cartes. Et on va essayer de remplir, de compléter toutes les commandes faites. La deuxième manche, il y en a un peu plus. Et la troisième manche, il y a ce qu'on a. Il y en a plus tout ce qu'on n'a pas réussi avant. Et voilà. Et le but, c'est au bout de ne plus avoir de commandes à traiter. Oui. Voilà. À Rapide, frénétique. C'est des sensations qu'on a déjà vues et qui vont nous rappeler des choses. Oui. À partir de 7 ans, donc c'est bien pour les petits, pour les enfants. Oui, ça se joue aussi avec des enfants. Exactement. On va se prendre, on va être au Starbucks, quoi. Bah oui. Bah super. Très bien. Ensuite, on a le calendrier de l'Avent de l'année prochaine. Ouais. Vous pouvez retrouver sans doute encore en boutique le calendrier de l'Avent de cette année. Il y a beaucoup de boutiques en rupture. Hein, je pense que potentiellement, c'est plutôt... Et nous, ça fait un moment aussi qu'on en a plus. Voilà, donc si vous voulez le calendrier de l'Avent exit cette année, grouillez-vous. Il ne sera pas réimprimé. Ah oui, ça, je ne sais pas si c'est clair, mais chaque année, il y aura un calendrier différent. Donc l'année dernière, il y a eu La grotte de glace. Là, c'est le livre mystérieux. Le livre d'or. Non, le livre d'or. Le livre d'or, voilà. Et là, c'est quoi ? La tempête silencieuse. Oh là là ! Donc voilà, donc ça sera celui de l'année prochaine. On est déjà dessus parce que c'est important pour nous que les calendriers arrivent à l'heure. Arrivent à temps. Donc voilà, c'est déjà traduit. Il y aura une suite après. Les calendriers précédents, pour l'instant, on a pris la décision de ne pas les réimprimer. Oui, peut-être que... On s'interdit pas dans quelques années de les ressortir, mais c'est vrai qu'on préfère se focus sur l'actualité, oui, c'est ça. Mais bon, voilà, ça c'était la décision de cette année. Pour l'année prochaine, oui, peut-être que ce sera différent. Mais partez quand même du principe que ça sera sans doute comme ça. Mais en effet, peut-être qu'à un moment, en plus, Cosmos arrêtera d'en faire. Peut-être qu'on pourra faire une boucle. On verra. Pour l'instant, ça marche très bien, ça plaît. C'est toujours très plaisant, les énigmes. Voilà, c'est entre... Chaque case, franchement, c'est entre 5 minutes pour les énigmes les plus simples. Il y a des cases sur lesquelles on peut passer 20 minutes, quoi, 20-30 minutes. Voilà, il y a toujours les indices, les solutions si jamais on est bloqué. Et tout se suit, et puis il y a plein de surprises. En fait, Inka et Marcus Brandt arrivent toujours à se renouveler, c'est assez dingue. Ils arrivent à se renouveler dans les petites boîtes. Mais là, du coup, ils essayent de rajouter des nouveaux matériels. L'année dernière, on a vu des trucs un peu en pop-up, en 3D, etc. Ouais. Et là, cette boîte-là, ça leur donne plein d'idées.
vraiment. Chaque fois, c'est... sur celui de cette année, s'il y en a qui l'ont fait, la fin est très sympa. Je l'ai pas fait, moi j'ai fait celui de l'année dernière. Donc voilà. Et donc sur celui-là aussi, il y a plein de surprises, etc. Donc on est dessus. Voilà. Donc il y aura normalement un nouveau calendrier de l'Avent Exit par an. Ah oui, je vois qu'il y a des niveaux. Pour l'instant, on n'a fait que des débutants. Que des débutants. Et ça, c'est quoi? C'est débutants aussi. Quasiment tous leurs calendriers de l'Avent sont débutants. Il y a juste... c'est du débutant, mais pas toutes les cases. Hein. Ouais. Ouais, pas toutes les cases. Il y a des cases qui sont plus retors que d'autres. Mais bon, sur 24, oui, dans sur l'ensemble... l'essentiel, ouais. Pour que ça soit une expérience calendrier de l'Avent qui dure un petit peu chaque jour, dans les 5-10 minutes, voilà, que ça dure pas 1 heure la case. Voilà. C'est souvent débutant, parfois confirmé, et des fois, dans les calendriers, on en a une qui est expert. Hein. Mais bon, voilà. Ouais, mais bon, c'est bien pour faire voir d'autres choses. Ensuite, on voulait parler de Wave. Donc Wave, un petit jeu de cartes aussi, de chez Cosmos encore. Hein. Ouais, on est toujours chez Cosmos là. Donc du coup, pour Wave, alors attends, je vais dire l'auteur, c'est Thomas Weber. Donc là, on est vraiment sur un petit jeu de cartes très malin, où le but du jeu, c'est aussi un coopératif, et on essaye de se débarrasser du plus de cartes du paquet possible. Ok. Et pour jouer une carte, il suffit de jouer une carte de valeur supérieure. Mais la valeur supérieure, c'est soit en valeur numérique, donc si j'ai joué un 4, eh bien toi tu peux jouer un 5. Mais si j'ai joué un blanc, si je jouais un 5 blanc, tu peux très bien jouer un 1 jaune ou un 1 bleu, etc. Donc il y a une hiérarchisation des couleurs. Ah oui, des couleurs, ok. Et il y a la hiérarchisation normale du chiffre. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est très malin. Et la twist qui rend le jeu vraiment malin, c'est que on a 2 types de cartes en main. On a des cartes que l'on voit nous et des cartes retournées vers les autres. Et ces cartes retournées, nos coéquipiers ne vont pas pouvoir nous dire vraiment les valeurs que l'on a, etc. Donc à nous de juger. C'est nous qui prenons la décision quoi prendre. Mais c'est les autres qui nous disent ah, celle-là, je pense qu'elle est bien. Non, mais celle-là, elle est mieux, etc. Et c'est de très bonnes sensations. Ok. Voilà. Cool. Je suis curieuse. Très bien, Wave. Ensuite, nous avons Dragardien. Mais oui. Non? Oui, moi ça me va très bien. Je suis ton fils. J'en ai oublié un? Non. Si, Nutanaq. Ouais. Nutanaq. On fera après. C'est très bien. Dragardien, alors ça on en avait un petit peu parlé aussi dans la FAQ, pour plus d'infos si jamais vous voulez aller voir. Dragardien, on est sur un jeu de Michael Menzel, donc... D'or. Mais et aussi les aventures de Robin des Bois. Aussi. Mais c'est son premier jeu compétitif. Oh, c'est vrai qu'il nous avait habitués à de la coopération. Voilà. Donc on est sur un jeu compétitif de Michael Menzel. Et donc, on est des gardiens de dragons. Avec des petites créatures qui sont adorables. C'est des bébés dragons. Et on leur apprend à grandir. Et donc là, en fait, on a un grimoire. Donc, en son tour de jeu, on va pouvoir piocher des cartes de la rivière. Donc là, je pourrais prendre soit le bleu, soit le vert. Et quand j'en prends une, forcément, je retourne le grimoire. Donc, la page du grimoire a changé. Et je peux piocher jusqu'à 3 cartes. Et après... à la fin, je regarde la condition qui a marqué sur le grimoire. Là, ça me demande de jouer devant moi un dragon vert. Ok. Si je joue un dragon vert, je gagne un tiers d'une espèce de pièce. D'un médaillon. Voilà. Un tiers de médaillon. Plus une gemme, ça c'est un pouvoir spécial, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et après ce médaillon, en fait, derrière, il y a des points de victoire, etc. Et vraiment la magie du jeu ici, en plus, c'est que ce soit tout choupi. Oui, c'est vrai que c'est très choupi. C'est vraiment de pouvoir à chaque tour, en fait, une fois que j'ai fini mon tour, tout le monde va pouvoir défausser un dragon vert. Et tout ça. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de temps mort. Donc après, c'est toi qui pioches les cartes et tout le monde peut faire la condition que tu as choisie.
Et en prenant les dragons, c'est en fonction des couleurs que tu veux, mais aussi en fonction de comment tu veux influencer le grimoire. Ouais. C'est très accessible et très malin. Donc, à partir de 8 ans, c'est vrai que moi, je suis passée au stand de Cosmos et il y avait beaucoup d'enfants qui y jouaient. Oui. Avec leurs parents, quoi. C'est très familial. C'est familial, ouais. C'est familial et très agréable. Dragardien, avec un nom plus que choupi. Ça, c'est de la belle trad. Ouais. En anglais, ils ont appelé ça Dragon Keepers. C'est très chou aussi. Ok. Ensuite, Noonatak. C'est comme ça qu'on dit. Noonatak, ouais. Ça fait un peu attaque en français. Noonatak, qui est un... C'est une grosse boîte, hein, cette histoire. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est Kane... je vais pas... Klenko. Kane Klenko. Kane Klenko. C'est un jeu où on va devoir construire des pyramides de glace. Oh oh. Donc... Ah oui. Montre-nous ça. Ça va être en 3D. Exactement. Donc on commence, il y a aucun étage là, etc. Ouais. Et en fait, à son tour de jeu, il y a une rivière de cartes où on va pouvoir choisir une carte. Et par exemple, si je choisis une carte qui est bleue, je vais pouvoir poser ma pyramide de ma couleur, donc par exemple je suis le vert, sur une tuile qui a du bleu, qui a une action bleue. Et comme ça, je peux me positionner. En fonction de où je me positionne, si on a positionné les 4 piliers, on commence à construire un nouvel étage. Ouais. Et les piliers qui supportent, en fonction des majorités, gagnent des points, etc. Plus, si on fait des lignes, on gagne des points. Plus, toutes les cartes que l'on collecte en fonction des actions ont des scorings différents. Il y a des multiplicateurs, il y a si j'ai une majorité, etc. C'est très complet. Et ça se joue, donc c'est de 1 à 4 joueurs. Et oui, on peut en fait, j'étais curieuse de voir la taille de l'affaire. Ouais. Ok. Voilà pour la montagne. Et ça, c'est un étage de... Donc, tu poses dessus. Ok. Voilà, donc un jeu compétitif avec de la set collection, mais aussi beaucoup de choix de placement de montagne. Montagne de glace. Ouais, ça doit faire un effet stylé à la fin de la partie. Ouais. Et puis même, il y a quand même beaucoup de façons de scorer. En fait, il y a vraiment, on ressent une montée en tension au fur et à mesure de la partie qui est très intéressante. C'est-à-dire, ça commence, on se place là, on prend une carte, etc. Mais quand on commence à avoir beaucoup de cartes d'un seul type, on a plutôt envie de se spécialiser là-dedans. Mais ça nous arrange pas parce que je dois me positionner et du coup positionner un étage et du coup donner la majorité à un autre. Et plus les choix sont restreints, plus c'est difficile et plus aussi on peut faire les choix, pas forcément pour nous marquer les points, mais pour que les autres n'aient absolument pas cette carte-là. Ouais. Ou pour ne pas ouvrir de possibilités. Évidemment. Et donc, voilà. Et la boîte déborde de matériel. Ouais, là, c'est... Oui, c'est compliqué à fermer. Après. Non, là, c'est pas du... Ils sont zinzin, ceux-là. Ouais. Voilà, et donc c'est un jeu qui a fait un petit peu de bruit aussi à Essen, et sur lequel on va normalement confirmer une localisation. Il y a pas tout ce qu'on montre aujourd'hui n'est pas forcément 100% confirmé, mais oui, c'est pas 100% voie, confirmé, et donc si ça arrive pas tout de suite, les gars. Oui, ça il faut le savoir aussi. Ça, Oh là, tout va. C'est pas grave. Non, c'est bon, je sécurise la zone. Ok, on peut parler enfin de Exit, l'héritage du voyageur. Oui, ça on avait déjà parlé dans le... Ah non, et je dis enfin, mais il y a aussi Exit Kids. Donc voilà, ça c'est le prochain Exit qui arrivera dans la gamme Exit, qui sera à nouveau confirmé. Voilà. Ouais. Tout simplement. D'ailleurs, rapidement, on peut en parler, mais actuellement, il y a une offre sur la gamme Exit, un peu comme l'offre sur les minigames l'été. Le deuxième Exit acheté est à moins 25% et le troisième est à moins 50%. Donc n'hésitez pas à en profiter, sachant qu'il y a un nouveau Exit qui est sorti là très très récemment. Sherlock Holmes. Et il y avait... La disparition en vrai, de Sherlock Holmes. Ouais, et d'ailleurs ça change un peu
la dynamique, etc. de jeu. Et en vrai, il y avait un autre qui était sorti il n'y a pas très longtemps, le bandit, là, le truc Retour western. à Fortune City, le bandit de Fortune City. Ouais, ça c'était sorti il n'y a pas très longtemps non plus. Donc c'est valable aussi sur ces nouveautés. C'est toute la gamme, il y a même les puzzles inclus, je crois, et le Exit BD, le Exit roman graphique. Non. Justement, il n'y a pas le roman graphique, mais il y a tous les puzzles. Ok. Oui. Pour continuer dans l'Exit. Et d'ailleurs, l'Exit Kids est aussi dans l'offre. Eh oui, c'est vrai. Eh oui. La jungle des énigmes. La jungle des énigmes. Et on aura un deuxième Exit Kids, du coup, qui arrivera milieu d'année prochaine. Et du coup, ça, c'est un Exit Kids avec alors, comme le premier Exit, c'est comme le premier Exit Kids, c'est des activités / petites devinettes, énigmes. Ouais. Voilà. C'est pas de l'énigme comme dans le Exit classique, etc. Mais c'est pour ça que c'est accessible à partir de 5 ans. Oui, c'était déjà à 5 ans, Exit Kids? Oui, le premier. Et du coup, là, on a des petits monstres mangeurs de cookies qui ont volé. Mais ils sont trop mignons, ces 10 monstres. petits cookies. Oh là là, on peut pas les tenir, ces monstres. Hein. Et il faut retrouver tous les petits cookies. Oh là là. Et donc, pour ça, il faut trouver les clés. Ouais, bon, je ne sais pas, mais... Ok. Voilà. Donc, on a des activités avec... il y a du matériel spécifique. Avec des cordes. On a, donc du coup, les énigmes spéciales avec des cordes, des petits puzzles, de l'observation. Du coup, derrière les clés, il y a des cookies? Non. Oui, si. Regarde. Attends. En fait, tu essaies d'ouvrir. Il y a des boîtes avec... Il voit pas. Ah, pardon. Il y a des boîtes avec... T'essayes d'ouvrir la boîte à cookies. Des fois, tu prends une boîte et il n'y a pas de cookies dedans. C'est trop triste. Ça peut arriver. Ah, trop drôle. Je l'attendais. Oh non, des chaussettes qui puent. Bon, allez, je vous spoil pas trop. On range tout ça. Donc voilà. Super, ça arriverait quand, ça hein? Ça, je pense, c'est plus pour juin, pour l'été prochain. Ok. Très, très bien. On peut passer à des bières. Des bières. Notre cher partenaire espagnol. Exactement. Avec Savernake Forest. C'est joli, ça, hein, cette petite boîte. Oui, c'est ce qui nous a vraiment plu. C'est un petit jeu de... On a chacun son petit emplacement de cartes devant soi et on essaye de construire sa grille de 4x4 pour essayer d'amener son animal de la forêt à manger le plus de choses qu'il aime. Voilà, donc en fonction des animaux, il y a des animaux qui mangent des asticots, d'autres qui mangent des glands, d'autres qui mangent des fraises ou des mûres, des fruits des bois, etc. Et en fait, il y a vraiment quand même si c'est sa petite grille dans son coin, il y a quand même tout cet aspect interaction pour le choix des cartes, parce qu'il n'y a que 4 cartes disponibles. Et du coup, forcément, le premier joueur a le choix entre tout. Bon, le dos de boîte, on voit pas grand-chose. Hein. Ouais, on voit pas grand-chose malheureusement, mais en gros, en fonction de où on prend la carte, on a aussi un petit pouvoir. Soit un petit œuf qui nous permet de scorer plus par animal que l'on mange, soit pour essayer d'aller plus loin sur le chemin que l'on crée, parce qu'on est limité on n'a pas trop d'endurance, donc on est peut-être limité aux 5 premiers fruits que l'on croise, etc. Donc c'est très agréable, très rapide, c'est de 2 à 4 joueurs. Et en 30 minutes, on a créé sa petite forêt. Petite forêt. Ok, trop bien. Voilà. Et c'est un jeu de Rodrigo Reco. Rodrigo Reco, c'est trop bien à dire ce nom. Ouais. Ensuite, nous avons Bambou. On vous en a déjà un tout petit peu parlé. Oui. Dans le live de rentrée. Ouais, on avait spoilé pas mal de choses. On est sur le même format que Château Blanc, c'est ça hein? On est sur le même format que Château Blanc. Rouge. Ouais, donc aussi un initié expert, donc ce sera la gamme expert pour nous. Et on est sur du choix de bambou. Et là, en fait, c'est quand même assez complet. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ça fait partie de la Kemushi Saga pour eux. La Kemushi Saga, c'est leur saga dans l'univers japonais qui se passe à différentes époques. Ça déborde de matériel. Oui, ben, comme tous les jeux... comme tous les jeux de VR
petit format là. Mais oui, ça déborde vraiment, hein. Bon, c'est peut-être qu'on les a pas rangés de façon optique aussi. Hein. Et là, du coup, ouais, on a des petits présentoirs dedans, etc. Allez, on peut montrer les petits bambous. Attends. Ah, vas-y, montre-nous les bambous. On est sur des, voilà, sur des petits bambous comme ça, où ils ont plusieurs couleurs, mais ils ont aussi chacun les actions marquées dessus que l'on va pouvoir faire. Voilà, il y a 4 actions possibles dans le jeu. Et le but du jeu, ça va être de construire des pièces de sa maison. On a chacun son petit plateau personnel devant. Donc on va meubler sa maison. Mais il faut qu'elle soit équilibrée, qu'il y ait autant d'objets à gauche qu'à droite. On va pouvoir faire des donations d'encens au temple. Celui qui a le plus de majorité par temple gagne la carte du temple et un pouvoir pour effet. Et c'est surtout en fait la mécanique où on stocke ces bambous et on va pouvoir prendre toute une couleur et les remettre dans les 3 rivières de bambous, enfin dans les 3 bambouseries ici, en dessous, et reprendre tous les bambous qu'on va faire dépasser. Donc c'est aussi là où on les positionne, ça va être le choix pour nos prochaines actions, nos prochaines couleurs, etc. Voilà, on pourra revenir plus en détail parce que c'est assez touffu, mais c'est très complet. Tout à fait. De German P. Milan. L'auteur de Bitoku. Ah, bien sûr. Ok, trop bien. Ensuite, on a Three Rings Circus. Ça, on avait juste évoqué, mais maintenant, ça y est, c'est confirmé. On a une belle boîte. Donc, T'as ramené cette boîte des scènes? Ouais. Et donc, on va faire Three Rings Circus. Je pense aussi qu'il sera dans la gamme expert, mais on en a pas totalement... Vous n'êtes pas sûr? Ben si, parce que il coche quand même toutes les cases. Ok. Donc voilà. Mais du coup, on est un cirque. Ouais. Et du coup, on va devoir construire sa troupe, donc sur son plateau personnel, en fonction de où on place les cartes. On va avoir des artistes. Plus ou moins de bonus. Et en fait, on cache souvent des bonus, donc c'est vraiment un choix assez cornélien de qui on prend dans la troupe, parce qu'il prend une place en plus. Du coup, on roule moins vite, etc. On a les petits chapiteaux. Et donc, on a la carte des États-Unis. On va faire une tournée. Et on va faire une tournée. Cool. Et on va faire une tournée. Et on va faire des représentations dans plusieurs villes. Et il va falloir aller, par exemple, si je suis dans cette ville et que j'ai tel type de troupe, ben je vais pouvoir prendre cet emplacement-là, etc. Il y a des objectifs communs à réaliser. Il y a des objectifs, le premier qui arrive, etc. Donc c'est vraiment une course pour être le plus beau cirque et le plus renommé. Et c'est très intéressant. Et le matériel est assez fou. Ah ouais. Ah ouais, tu aurais montré ces petits chapiteaux. Petits chapiteaux. C'est mignon comme tout. Ouais. Ça, c'est les plateaux personnels, etc. Donc, hop. Ouais, non, ça nous a vraiment convaincus. Alors, c'est un cirque à l'ancienne. J'ai vu des petits animaux. Voilà. Oui. Exactement. Il peut y avoir, d'ailleurs c'est sur la cover, avec des chevaux. Des chevaux. Mais il n'y en a pas tant que ça. J'ai vu un lion, je crois. Oui, voilà. Une otarie. Une otarie, à l'ancienne quoi. Ça se voit que c'est vintage, le look. Et c'est un jeu de Fabio Piano. Oh là là, pareil, c'est trop stylé à dire. Et Remo Conzatori. Exactement. Cool. Et voilà pour Devir. Après, c'est fini pour Devir. Ils ont beaucoup de nouveautés pour l'année prochaine. C'est des jeux qu'on n'a pas accès encore, mais où on vous en parlera au fur et à mesure. Voilà, je pense que c'est un éditeur qu'on a commencé à bien suivre et on va compléter le catalogue. Voilà, on fera peut-être pas tout ce qu'ils ont annoncé parce qu'ils ont annoncé vraiment beaucoup. Ils ont annoncé de l'expert, vraiment beaucoup d'experts. Donc, mais à suivre. Affaire à suivre, éditeur à suivre. Passons à Plate. Plate, c'est l'éditeur de Minodice qui est sorti très récemment.
Et nous allons faire un autre jeu avec lui. Un jeu avec des pingouins. Exactement. Penguin Party. Penguin Party, qui est une réédition d'un jeu qui était déjà sorti. Enfin, je crois qu'il y a eu déjà eu 2 ou 3. Je ne savais pas. Alors, Plate est spécialisé dans la réédition. Ils ne font pas que ça, mais ils ont aussi d'autres. Mino Dice, c'était une réédition de Skull King, le jeu de dés qui était sorti chez Schmidt. Oui. Exactement. Exact. Donc voilà. Bon là, je pense qu'on va ouvrir la boîte. Donc là, on est en train de réfléchir. Des Coréens ou des Japonais? Des Coréens. On est en train de réfléchir pour des nouvelles illustrations avec lui. Donc c'est pas encore. Vous n'allez pas garder les petits pingouins. Alors ça restera une thématique de pingouins. Mais ce sera peut-être pas ces illustrations-là. D'accord, ok. Donc voilà. En fait, le but du jeu, c'est de créer une pyramide de pingouins. Ouais. Ce qui est le plus parlant. On y a pas mal joué au bureau à ce jeu. C'est assez addictif, c'est extrêmement simple à expliquer et au final, ça peut être très méchant. Ouais, c'est clair. Je crois qu'il y en a 8, mais là, pour exemple, je vais pas faire ça. Donc au début, il n'y a rien et on commence à créer la base et à partir du moment où il y a 2 cartes, on peut mettre une carte au-dessus, etc. jusqu'à ce qu'on arrive au bout de la pyramide. Le but du jeu, c'est de ne plus avoir de cartes en main. Et du coup, comment on joue? Donc au début, on joue ce qu'on veut. Et après, au-dessus de 2 cartes, la carte qu'on joue au-dessus doit avoir une de ces couleurs-là. Donc là, je pourrais jouer violet ou rose. Donc ça veut dire que si je joue violet là, imaginons que là, on a 8, c'est complet. Ça veut dire que là, tous ceux qui ont du rose en main ne peuvent plus jamais poser. Et ça, c'est extrêmement méchant. C'est si méchant. Mais j'espère que moi-même, je n'en ai plus parce que je m'auto-bloque. Ça, c'est dommage. Non, c'est vraiment très malin. Enfin, franchement, c'est trop cool comme jeu. Ouais, non, ça se joue très bien, c'est très rapide et il y a des micro-choix mais qui apportent de la stratégie, quoi. Exactement. Voilà, c'est Penguin Party. Et c'est un Rainer Knizia, exact. Et pourquoi on fait des pyramides avec des pingouins? Parce que pourquoi pas en fait? Non, mais c'est parce que... Non, il y a vraiment une raison? Ah oui, les pingouins, alors ça n'a jamais été prouvé, mais ils adorent faire des pyramides eux-mêmes. Voilà. Sans doute. Ça doit être ça. Sans doute. Ensuite, allons chez NerdLab, nos copains qui font notamment Mindbug. On les connaît. Quoi de neuf pour cette incroyable gamme? Ça, on en a parlé aussi dans la FAQ. On en a parlé dans la FAQ. Il y a 2 boîtes. Oui. 2 boîtes. La boîte Éternité et la boîte Évolution. Donc ça, c'est les 2 prochains stand-alone. Donc ils sont en fabrication. Mais trop bien, les stand-alone. Ça devrait arriver début d'année prochaine. C'est déjà en français. Donc nous, on a traduit par Éternité suprême et Évolution suprême. Oh là là, ça se la joue, hein. Ouais, quand même. Et en fait, j'en ai déjà parlé, donc je vais aller très rapidement, mais l'évolution, ça apporte des cartes évolutives. Donc, il y a quelques cartes sur lesquelles il y a un mot-clé action, et à la place de faire une des choses qu'on peut faire normalement dans Mindbug, on peut juste déclencher le mot-clé action d'une de ces cartes et faire ce qui est marqué dessus. Et là, le mot-clé action, c'est faire évoluer sa carte au niveau 2. Puis après, faire évoluer sa carte au niveau 3. Et du coup, en fait, elle devient extrêmement puissante. Et du coup, il y a toute cette stratégie du Mindbug. Est-ce que je Mindbug cette carte-là? Parce que s'il arrive à la faire évoluer jusqu'au niveau 3, j'ai perdu, quoi. Ou est-ce que je vais réussir à le gagner juste avant? Ça apporte vraiment quelque chose d'autre. En fait, c'est au niveau des timings que c'est très intéressant. Ouais. Et ensuite, on a le Éternité suprême donc qui arrive. Et l'éternité, ça apporte un mot-clé dans la défausse. Donc c'est-à-dire qu'une fois que la carte est défaussée, elle continue à avoir des effets positifs ou négatifs, etc. Et ça change vraiment. Là, du coup, on est sur un level. Avec celui-là, on est sur un level de complexité de plus. Ouais. Voilà. Et puis les sleeves aussi, qu'on n'avait pas montré la dernière fois, mais du coup, voilà, j'ai eu un paquet de sleeves.
qui sortent de bientôt. l'éditeur d'origine. Tout arrivera en même temps, donc je sais pas quand est-ce qu'on va sortir, il y aura des tapis aussi, etc. Ce que je peux dire sur Mindbug, c'est que du coup à Essen, bon ça c'est des choses qu'on avait déjà parlé, Ouais. j'ai pu jouer au prochain. Oh oh. Et c'est très très bien. Tu veux dire pas Mindbug? Alors, j'ai joué au prochain pas Mindbug, Ouais. et j'ai joué au prochain Mindbug. D'accord. Voilà, il y a de la suite avec toujours des petites twists là comme on peut voir. On communiquera en temps voulu, mais il y a de la news qui se prépare encore. Ok. Voilà. Dis donc. Tout simplement. Eh ben super. Sur la table, il n'y a plus qu'un seul jeu, mais il y en a 3 autres juste à côté de PF. Donc c'est presque bientôt fini. Nous avons de l'éditeur Fun Tales, L'ombre du Kraken. Ouais, voilà, donc là on a reçu la pre-production sample, donc c'est pas mal avancé. À la base c'était un Kickstarter, Feed the Kraken. Feed the Kraken, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu? C'est un jeu qui se joue en très grand groupe. Ah oui, 5 à 11 personnes. Voilà. Qui est entre 45 et 90 minutes en fonction du nombre de joueurs. C'est un jeu à rôle à identité cachée. Voilà, sur lequel on peut être soit les pirates bleus, soit les pirates rouges, soit le cultiste. Donc il vénère le Kraken et son objectif c'est de finir mangé par le Kraken. Ça c'est vraiment... Et ça c'est formidable. Le cultiste est un peu tout seul à la base. Alors il peut avoir, sur des grands groupes, il peut avoir un acolyte. Ouais. Mais sinon il est tout seul. Et on se sent seul, mais quand on gagne avec le cultiste, c'est tellement jouissif. Gagner seul contre tous. Le zinzin de service, là. Et donc en fait, c'est vraiment une mécanique où on choisit des cartes en fonction des rôles. On dit un navigateur, un commandant, etc. Et du coup, le commandant pioche 2 cartes et en met une face cachée dans un coffre. Le navigateur fait pareil et ensuite... un peu à la Secret Hitler. Un peu à la Secret Hitler, totalement. Donc voilà, mais en plus avec la carte où on doit influencer le bateau pour qu'il aille à droite, à gauche et vers où on veut aller, parce que les bleus veulent finir totalement à droite. Parce que oui, vous avez un plateau là avec donc des cases, avec des directions quoi, à prendre. Voilà. Exactement. Et donc ça en fait c'est un jeu qu'on avait adoré et qu'on avait refusé à la base parce que c'était un Kickstarter à 60 €. Ouais. Et l'expérience était très ouf et tout ça, mais ça valait pas... Mais 60 balles. Bah, c'est du Kickstarter, voilà, donc c'était compliqué pour nous. Et en fait, on a travaillé avec l'éditeur pour faire une retail, et voilà. Et donc du coup, on a réussi à trouver des compromis pour arriver sur une version à 36 € qui nous semble totalement acceptable pour ce genre de jeu. Donc, dans la version Kickstarter, par exemple, il y avait un bateau, un gros bateau, une grosse figue de bateau. C'est vrai que c'était stylé, mais est-ce que tu as besoin de ça? Bah non, c'est du... Enfin, oui, si tu fais le Kickstarter. Ça dépend. Il y en a qui aiment et tout ça, mais c'est vrai que pour les magasins, c'est toujours plus compliqué, quoi. Donc, voilà. Parce que oui, ça reste... De toute façon, ce genre de jeu, c'est le genre de jeu où c'est un peu des paris pour nous, parce que c'est un jeu qui se joue de 5 à 11 joueurs, 5 à 11. Ouais. C'est sûr qu'on sait qu'on va pas s'adresser à tout le monde. Voilà, parce et pourtant, c'est très accessible. Ah, c'est hyper accessible, hein, pour le coup, c'est très, très, très accessible. Et quand on y joue, c'est vraiment le genre de jeu qui crée des souvenirs autour de la table. Ouais, c'est clair. Et ça... J'ai de très bons souvenirs. Et ça n'a pas de prix, quoi. Donc, voilà. C'est à partir de 12 ans. Ouais. Pour des parties d'environ 45-90 minutes. C'est vrai que c'est long, en vrai. Ouais. C'est vraiment... l'idée, c'est vraiment de se faire une soirée l'ombre du Kraken, quoi. Je sais que pour la petite anecdote, il y avait eu une soirée organisée, mais on était 14 et du coup... Ouais, on était beaucoup plus. On a tous joué en... Enfin, moi, j'ai joué en duo. Ouais. Je sais même plus avec qui. Il y a des adaptations et tout ça. C'était très drôle de jouer à 2, parce que du coup, on passait un moment... Enfin, on essayait de faire des alliances. Donc, des fois, il y avait juste une personne du duo qui faisait une alliance avec une autre personne d'un autre duo, mais les autres n'étaient pas au courant, n'étaient pas d'accord. Enfin bref, c'était drôle.
Oui, c'est vraiment une belle expérience, donc voilà. Et je crois pas qu'on en avait parlé à la FAQ dessus, là. Je sais plus. Peut-être. Très bien. Enfin, on va passer aux 3 petits jeux là qui sont à côté de toi. Bien sûr. Nous avons Time Division de chez Heidelbar. Voilà. Qui se recto verso, c'est ça que tu montres? C'est ça. Que je montrais. Donc voilà, Heidelbar, on a commencé à travailler avec eux, avec les petits jeux de cartes, et Tales on Fire. Et ça, c'est vraiment une proposition qui nous a vraiment plu. C'est un 2 joueurs uniquement. Ok. 20 minutes la partie. Et à partir de 12 ans. Et là, on est vraiment sur du 2 joueurs assez costaud. Ok. Où on va avoir, on va s'affronter l'un l'autre sur un plateau. Et donc il y a d'abord une mécanique de draft pour savoir quelle carte je prends, quelle carte je prends, etc. Donc il y a une mécanique de draft à 2. Et puis après il y a des effets, en veux-tu, en voilà quoi. Il y a des effets si tu joues la carte maintenant. Il y a des effets. Il y a des cartes qui vont dans la défausse. Il y a des cartes qui vont devant chez toi pour scorer, etc. Et donc tu essayes d'avoir le plus de points de victoire, à la fin. Bien sûr. Et vraiment le truc intéressant, c'est qu'il y a 3 decks dans la boîte avec le passé, le présent et le futur. Avec 3 époques différentes, et les 3 decks ne se jouent pas du tout de la même façon. Enfin, c'est vraiment très complet et très sympa. Donc voilà, donc là on est en discussion avec Heidelbar pour la version Time Division. J'ai pas bien vu la coupe. Ah oui, ça se lit vraiment dans les 2 sens. Et c'est de Alexander Schreiber. Très bien. Et ensuite, nous avon Wise Wizard Games. Oui. Ah pardon, je prends celui qui est en dessous. Pas de souci. Avec donc Wise Wizard, qui ont fait Star Realms, Hero Realms. Voilà. Qui font RoboQuest C'est Arena. énorme cette boîte là. Ouais. C'est très très gros. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le jeu? C'est un deck building, donc ils sont vraiment spécialisés dans le deck building. Eh oui. Et on est sur du 2 à 4 joueurs, environ entre 30 et 60 minutes la partie. Et en plus d'être du deck building, en fait, ça va être un affrontement du fight entre les robots. Ok. Ça, c'est une arène pour faire fighter tes robots? Ouais, t'as vraiment un plateau central. Donc, t'as toujours un marché de cartes sur lequel tu peux construire, etc. Et t'as des ressources, donc t'as de l'énergie pour acheter des cartes. T'as du combat pour taper les robots et t'as du déplacement. Et si tu déplaces un robot sur des punaises ou dans un trou contre un mur, eh ben, tu fais des dommages, tu endommages les autres robots. Chaque robot a une petite mécanique asymétrique, etc. Donc c'est très agréable, c'est très immédiat. Et là, du coup, on est en discussion avec Wise Wizard Games pour la localisation. Cool. Voilà. J'ai l'impression que Willow et Oli nous disent qu'ils vont faire un live ce soir sur ce jeu. Ah, ben voilà. C'est marrant, ça. Ils l'ont eu à SN? Sans doute. Est-ce que vous nous confirmez que c'est bien ça? 21h. Ok. Trop cool. Donc, direction la chaîne de Willow et Oli. Ben oui, carrément. Ce soir à 21h pour découvrir RoboQuest Arena. C'était un Kickstarter? C'était un Kickstarter à la base. Ça a été disponible sur SN. Et c'est une collaboration avec Perfect Days. Qui est un autre éditeur? Qui est un éditeur de jeux vidéo. J'ai envie de voir les robots. Oui, alors. Oui. Normalement, la vache! Normalement, il y a des plastic trays. Oui, ok. Mais non, mais ils sont incroyables, ces robots. J'ai tout viré. Ils sont ouf! Ouais, non, c'est... Mais, dis donc... C'est très sympa. Je m'attendais pas à ça. C'est encore plus stylé que sur le dos de boîte. Alors, là, il y a des robots de l'extension. Je pense que les robots de base, c'est le bleu, le rouge et le rose. Ok. Dis donc... Et ouais.
eh bien, on est curieux. Ouais, il y a des tuiles, le terrain peut changer, etc. Donc, voilà. Ok, intriguant. Et enfin, on finit avec une patience avec Sphinx. C'est quoi ce format de boîte? C'est quoi cette histoire? Alors, pour la petite histoire du format de boîte, ouais, dis-nous. Impatience, c'est l'éditeur de l'Universe. Oui, tout à fait. Et en fait, ça fait 2 carrés de l'Universe, mais moitié moins. Ok. Voilà. Donc, alors c'est pas un jeu de Shadi. Donc, oui, c'est ce que je voyais. Contrairement à l'Universe. Donc là, c'est de David Purkis. Et donc là, on est vraiment sur un casse-tête. Je vais peut-être montrer les images, ce sera plus parlant. Mais voilà, on a une grille de symboles. Et le but du jeu, ça va être de remplir des conditions de cartes. Donc on a toujours 3 cartes visibles. Et à notre tour du jeu, on va pouvoir effectuer soit deux actions basiques et une action spéciale, en fait, voilà, à notre tour du jeu. Et en fait, ça va être principalement de bouger les différents symboles autour pour avoir cette combinaison. Mais il faut que ce soit dans l'ordre de gauche à droite ou de haut en bas, mais il faut également que tous les symboles soient sur le côté actif, le côté gris comme ça, etc. Et en fait, c'est un casse-tête solo ou multijoueur qui est très demandant, mais qui est très satisfaisant, du coup, au final. Avec, à la fin de chaque tour, une petite condition que l'on révèle avec une petite twist. Il y a des objectifs sur lesquels on s'était préparé sur plusieurs tours qui disparaissent. Et il y a des tuiles qui bougent parce qu'elles sont dans la ligne du Sphinx, etc. Voilà, donc ça sera certainement une distribution. Oui, comme les jeux de l'Univers. Mais donc, oui, c'est très étrange ce format de boîte, mais ça permet une illustration de couverture qui est assez sympa. De Olivier de Rouetto, je crois. Oui, Olivier de Rouetto, qu'on connaît puisqu'il a bossé sur des puzzles, enfin sur un puzzle notamment, et sur Château Aventure 2, qui sortira bientôt, j'espère. Ouais. Un peu chiant à ranger. Ouais, là, par contre, oui, c'est en boutique, etc. Je sais pas comment. Bah, non, attendez, je regarde dans la Calax. Oui, ça passe. Ça passe pile poil. Oh, ça a été prévu. Non, pas pile poil, en vrai, il reste ça. Ouais. Il reste 2 cm, 3 cm. Voilà. Donc, oui. Trop bien. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Oui. Il y a beaucoup de choses encore en cours d'évaluation, mais... Oui, par contre, c'est vrai que... un peu prématuré d'en parler. Oui, tu as encore toute cette purée de pommes de terre. Je ne trouve pas mes mots. La palette. Tu as toute cette palette des scènes encore à analyser, quoi. Oui, bah c'est surtout Vianney, là, qui... Il est sur les doses. Qui est sur le dossier, ouais. Super. Bah, on espère que vous avez appris des choses, que ça vous a plu, ça vous a donné envie peut-être. Donc bon, il y avait des trucs qui étaient de l'actu chaude, mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont mettre du temps à sortir, mais c'était pour vous tenir au courant. Voilà, on aura l'occasion de reparler de toutes ces petites choses-là. Et puis voilà, merci PF pour ton temps et toutes ces explications. Vous vous rendez compte? Tout ce qu'il a dans la tête, PF. Hein. Tu lui sors un jeu, là, il te fait son petit pitch. Oui. Il est incroyable. Et superbe t-shirt de PF, en effet. Qui est venu cette fois-ci avec un t-shirt Mindbug. Voilà. De Mr. Meeple. C'était une association qu'ils ont fait pour Essen. Et j'ai trouvé ça sympa. Bah ouais, c'est trop cool. Ça fait un petit peu Halloween. Ça fait un petit peu peur. Ça fait un peu peur, hein, dis donc. Ça fait froid dans le dos. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis bonne soirée. Joyeux 1er novembre. Joyeux 1er novembre. Ça se fait pas de dire ça, non? Je sais pas. Non, bah c'est la Toussaint. Bah ouais, le 1er novembre, c'est un peu tristoun. Mais bon, c'est la fête des morts. Exactement. Fiesta de los Muertos. Donc c'est la fiesta quand même. Allez,
À Ciao. bientôt.